Tout d'abord, bonsoir à tous. Avant de commencer, on tient à remercier la LDH qui nous accueille dans ses locaux ce soir. Et pour cela, on va donner la parole à Gilles Monceron qui va nous dire deux mots. Oui, vraiment deux mots, parce que cette réunion elle est la vôtre. Et c'est simplement pour vous dire que nous vous accueillons bien volontiers pour tenir cette réunion qui est la vôtre et on est très heureux donc que ça se passe ici dans un moment qui est important pour l'Algérie. Mais c'est à vous d'en débattre, c'est à vous d'en discuter. Nous sommes solidaires. J'étais personnellement à la République le dimanche précédent avec sûrement beaucoup d'entre vous. Il y en a que je reconnais dans la salle. Et c'était un grand moment qui faisait écho à ce qui se passe bien sûr à Alger et dans les autres villes d'Algérie en ce moment et qui est très important et qui est un immense sujet de satisfaction par rapport à l'expression du peuple. Voilà. Alors ces chants, ces mots d'ordre, ces pancartes, ces drapeaux, c'est vraiment quelque chose d'enthousiasmant, mais c'est la lutte du peuple algérien. Donc nous, en France, notre travail, il est de faire la lumière sur les crimes de la colonisation, il est d'être solidaire, mais d'être aussi de laisser les Algériens aborder leurs propres problèmes, de ne pas faire que notre président, par exemple, qui s'en mêle chaque fois qu'il a l'occasion de dire quelque chose sur le sujet. Donc, être solidaire, faire notre boulot, c'est-à-dire les crimes de la colonisation, l'ouverture des archives concernant cette période coloniale et de la guerre d'indépendance, etc. On va continuer notre boulot parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Et vous, à vous la parole, c'est votre réunion. Merci. Merci. Alors, avant de vous préciser le déroulé de la soirée et présenter nos intervenants, je vais juste faire un bref rappel historique sur l'ACDA. Alors, l'ACDA est un collectif qui est né en 2011 dans le sillage des mobilisations qui avaient lieu en soutien au début de la révolution tunisienne et des quelques protestations qui avaient lieu en Algérie, même si elles n'ont pas eu la même ampleur et n'ont pas perduré. C'est dans ce contexte qu'un certain nombre d'Algériens s'étaient réunis et avaient décidé de mettre en place ce cadre afin de se faire l'écho des mobilisations en Algérie et d'être un lieu d'action et de réflexion pour le changement démocratique. Suite à cela, une charte a été élaborée qui a mis plusieurs mois à être définie et de nombreux événements depuis ont été organisés par l'ACDA dans des débats. Juste pour en citer quelques-uns, l'un des tout premiers avait été un débat autour de l'arrêt du processus électoral en 92. Nous avons également organisé une journée entière sur la construction de la nation à l'épreuve de l'identité amazigh, une autre sur femmes et politique au Maghreb avec l'association Appel Égalité. Nous avons également pris part au Forum social maghrébin en 2016 et le Forum social algérien qui a été créé en 2017. Voilà un bref rappel de l'historique de l'ACDA. Aujourd'hui, suite au mouvement né le 22 février et les nombreuses manifestations que connaît l'Algérie depuis cette date, l'ACDA est partie prenante de la coordination qui organise les rassemblements à Paris tous les dimanches. Cette coordination rassemble d'autres collectifs, bien sûr, pas uniquement l'ACDA. Et c'est dans le cadre de cette mobilisation que nous avons organisé cette soirée aujourd'hui afin de débattre de la transition démocratique. Je rappelle le thème de ce soir, c'est quelle transition démocratique en Algérie, avec un point d'interrogation parce que c'est une question que nous souhaitons débattre avec vous tous ici ce soir, notamment entre Algériens, mais aussi avec nos amis maghrébins que nous avons invités car leur expérience nous est utile à prendre en compte notamment la Tunisie. Oui, et également le RIF, effectivement. Nous avons deux intervenants ce soir. Alors, nous allons commencer par une intervention d'Ahmani qui est à ma droite, qui est économiste, militant des droits humains et membre de l'ACDA. Il nous présentera d'ailleurs une proposition de l'ACDA pour la transition. Ensuite, nous aurons l'intervention de Majid Benchir à ma gauche, juriste, ancien doyen de la faculté d'Alger, qui nous apportera ses éclairages. Par la suite, nous lancerons l'échange avec la salle. Normalement, je vous ai tout dit, donc voilà. On va commencer avec l'intervention d'Ahmed. Tu as 20 minutes.
maximum. Merci, bonsoir à toutes et à tous. Merci les amis d'être venus pour qu'on puisse parler de l'Algérie, mais dans peut-être des moments très importants de ce pays. Il y a quelque chose qui est en train de se passer en Algérie et nous, en tant qu'ACDA, nous participons à ce mouvement à notre manière. Et c'est dans ce cadre-là qu'on a décidé d'organiser cette soirée débat pour un moment où on va réfléchir, on va essayer de débattre pour voir un peu quels sont, et le thème effectivement c'est quelle transition démocratique, c'est-à-dire qu'on est versé à l'avenir, c'est qu'est-ce que va devenir l'Algérie de demain, et en tout cas qu'est-ce que nous voulons pour cette Algérie. Alors, il y a à l'évidence dans l'histoire de l'Algérie indépendante, on peut dire qu'il y a un avant et un après 22 février 2019. Une mobilisation populaire qui intègre les acquis des mobilisations, même si ce n'est pas dit de façon explicite, mais les mobilisations précédentes que l'Algérie a connues. Je cite quelques mobilisations, quelques mouvements très importants. Avril 80, qu'on a appelé le printemps berbère. Novembre 86, des mouvements à Sétif et à Constantine. Octobre 88, qui a permis, ou qui a fait en sorte que le multipartisme soit instauré. Avril 2001, avec ce qu'on a appelé le printemps noir. La mobilisation du 22 février intègre tous ces acquis et les dépasse. Elle les dépasse comment? Par son ampleur, par son étendue sociale et régionale, par son mode d'organisation, par son caractère pacifique. Les manifestants ne cessent de parler de silmiya, silm, paix en arabe. Le mouvement populaire du 22 février bouleverse la donne politique, marquée jusque-là par le statu quo mortifère qu'a imposé le pouvoir algérien depuis l'indépendance en 1962. Ce mouvement-là réanime l'espérance dans un pays jusqu'ici marqué, notamment les derniers mois, par le phénomène de Harraga qui nous parle tout particulièrement nous qui sommes en France. Aujourd'hui, en Algérie, la question du 5e mandat est définitivement réglée. C'est-à-dire que les Algériens ne veulent plus en entendre parler. Et même s'il y a au sein du pouvoir des manœuvres aujourd'hui, prolongation du 4e mandat, manœuvres dilatoires en termes de conférence nationale, d'un gouvernement d'union et autres, la mobilisation n'a pas arrêté. Vous avez sans doute, pour la plupart d'entre vous, suivi la dernière manifestation, on pensait que les choses allaient se tasser un peu. La dernière manifestation du vendredi 15 mars a été encore plus importante que les vendredis qui l'ont précédé. À partir de ces faits avérés, et en dépit d'un mouvement quand même qui demeure embryonnaire dans son organisation, on ne voit pas encore d'organisation apparaître. Des objectifs qui sont encore peu définis, c'est encore le rejet du régime, c'est encore la négation du régime. Nous devons penser aux suites qu'il va y avoir et des propositions d'alternatives qui vont jaillir ça et là. Et c'est dans cette perspective que ACDA voudrait s'inscrire, travaille. Ça veut dire quoi? Ça veut dire contribuer à cette alternative démocratique que nous souhaitons et qui est inscrite dans notre charte et notre acronyme Agir pour le changement et la démocratie en Algérie. Le rapport de force aujourd'hui semble plus favorable que jamais. Et c'est pousser ce rapport de force en faveur des forces populaires que nous travaillons aujourd'hui. Alors mon intervention sera articulée, mais Faiza, tu m'arrêteras au moment où je commence à divaguer en termes de temps. 3 temps. Le premier on s'étonne de la contestation qu'on vient de voir en ce moment, c'est le mois de février. En réalité, la contestation n'a jamais cessé en Algérie. Il y a toujours eu des contestations. Et c'est cette permanence de la contestation
qui va être le premier point sur lequel je vais rappeler juste quelques éléments. Le deuxième point sur lequel je vais intervenir, c'est le fait que probablement que cette contestation est la contestation qui apporte, ou en tout cas qui s'affirme comme rupture avec le système autoritaire. Et enfin, troisième point, quelle transition, quelle perspective, quelle alternative à ce pouvoir autoritaire. Alors, sur la permanence de la contestation, Fayza l'a rappelé, la naissance de l'ACTA fait suite aux mouvements qui sont apparus, qui se sont développés au Maghreb et au Moyen-Orient, qui ont bouleversé la rive sud et est de la Méditerranée. Et on se disait, tiens, l'Algérie peut-être aussi allait suivre. Et on était en train de se demander, mais que font les Algériens? Pendant longtemps, les Algériens, on a pensé que la société algérienne était inerte, qu'elle subissait sans bouger. C'est faux. Pourquoi? D'abord, c'est oublier que la contestation a été permanente depuis le début des années 2000. Dès que les violences du terrorisme ont commencé à baisser d'intensité, les Algériens ont commencé à contester dans la rue. Et au début des années 2000, l'Algérie va vivre dans la contestation. En 2001, contestation en Kabylie. J'en ai parlé il y a un instant. Nous allons vivre le massacre de près de 160 personnes après l'assassinat par les gendarmes dans une caserne de la gendarmerie du jeune étudiant Massinissa, et qui va donner ce qu'on va appeler le printemps noir en Kabylie, qui a terriblement marqué la région et les défenseurs des droits de l'homme. Cette répression sanglante sera suivie d'atteintes manifestes aux droits humains, dont celui de manifester, notamment à Alger. Une décision qui a été prise et entérinée par le Premier ministre de l'époque. Je rappelle juste que le Premier ministre de l'époque, c'est celui qui dirige un parti d'opposition, ou qui se dit d'opposition, Ali Benflis, et qui aujourd'hui apparaît comme un démocrate, et qui a même osé vouloir manifester dans un de ces vendredis. Il est important de rappeler, je voudrais faire une parenthèse ici, qu'il y a un certain nombre de personnalités qui commencent à apparaître au profit de la mobilisation populaire et qui essaient de se faire une sorte de nouvelle virginité. Il va falloir leur rappeler que la moindre des choses qu'on attend d'eux, à tous ceux qui ont participé d'une manière ou d'une autre, directement ou indirectement au pouvoir autoritaire, qu'ils fassent au minimum leur autocritique. Au minimum leur autocritique. Et que s'ils veulent faire bonne affaire avec la situation, c'est de dire comment ils ont participé à ce pouvoir-là. Quels sont les mécanismes qui les ont amenés à participer à ce pouvoir-là? C'est la seule façon de leur faire quelque part une place et qu'ils puissent véritablement parler et de s'affirmer en tant que démocrates. Ce qui a été aussi marquant, ce sont les contestations sociales après 2001. Pour la seule année 2010, il a été relevé officiellement par la gendarmerie nationale plus de 9000 manifestations à travers le territoire national, ce qui fait statistiquement 25 manifestations par jour en 2010. Et c'était quoi comme manifestation? C'était dans des rues, des agglomérations, des villages les plus reculés, des villes, des villages dont on n'a jamais entendu parler. C'était quoi? Des jeunes, des moins jeunes, qui sortaient dans la rue, qui pour réclamer un logement, qui pour réclamer l'eau potable, qui pour réclamer des routes, qui pour réclamer de l'école. Bref, une contestation principalement sociale. Et là, effectivement, les contestations ont été particulièrement violentes. C'était des émeutes, des saccages, d'incendies d'édifices publics, de barrages de routes, de séquestration de responsables. Il ne faut pas l'oublier. C'est ça. Je voudrais qu'on se rappelle que les Algériens ont toujours contesté, à leur façon. Mais ils ont toujours été contestataires du pouvoir établi. Le problème, c'est que, avec toutes ces contestations, aucun parti,
aucune association, aucun syndicat ou regroupement professionnel ou culturel n'a pu ou su donner une quelconque cohérence d'ensemble à ces mouvements épars, et encore moins leur tracer des perspectives émancipatrices générales dans la durée. Pour sa part, le pouvoir a toujours agi avec le souci principal de contenir ces mouvements. À cet effet, on peut évoquer son utilisation de la manne financière générée par la rente pétrolière pour l'achat de ce qu'on a appelé la paix sociale. Il ne faut pas qu'on l'oublie. Mais je voudrais rappeler aussi et surtout dans la phase cruciale dans laquelle l'on se situe aujourd'hui, dans cette mobilisation pour une Algérie libre et démocratique, comment le pouvoir autoritaire a réprimé ou étouffé toute forme de contestation en isolant, en atomisant, en manipulant tout embryon, toute tentative, voire toute velléité d'organisation autonome, quelle qu'elle soit. Il a pu et peut encore mobiliser aujourd'hui à cet effet sa puissance politique qui a infiltré, clientélisé, qui a réprimé en créant les divisions au sein des organisations qui émergeaient. On connaît ce qu'on a appelé le clonage des organisations autonomes, des syndicats, des associations. On va leur créer des clones pour pouvoir ensuite dire que c'est des divisions entre personnes, encourageant les ambitions personnelles et évidemment qui ne vont pas marquer d'apparaître. Voilà donc pour rappeler que ce mouvement du 22 février n'est pas né du néant. Il n'y a pas de mouvement qui soit né comme ça. Il y a effectivement des traces de la contestation de ce régime depuis bien longtemps. Alors, est-ce qu'on est dans une phase de rupture avec le système? Si on regarde les mots d'ordre, il n'y a absolument aucun doute, c'est le deuxième point. Nous sommes entrés donc dans une nouvelle phase où le pouvoir, qui méprise fondamentalement la société, n'a pas pu voir, où il n'y a qu'à voir le miracle des réseaux sociaux, les vidéos qui circulent sur les tenants du pouvoir. On est en train de regarder certaines vidéos, on se dit, mais c'est pas possible ces gens-là. Ils sont hors sol, ils ne vivent pas en Algérie. En parlant des Algériens avec ce mépris et cette morgue, que celle-ci, en fait, la société algérienne, elle a fondamentalement changé, évolué, muté sur plusieurs niveaux. Une société qui a connu des mutations économiques et socio-culturelles profondes sur les 3 dernières décennies au moins. Malgré l'enfermement dans lequel a voulu les confiner le pouvoir, les Algériens sont demeurés à l'écoute du monde et leurs besoins se sont accrus et complexifiés sans qu'ils arrivent à les satisfaire. Par le nombre et la jeunesse de sa population, par le niveau d'instruction et de culture de ces jeunes, par la place essentielle qu'occupent les femmes dans tous les espaces. Le pouvoir qui n'a pas de projet, ou qui n'a plus de projet, comme pouvait le prétendre celui des années 70, semble ignorer que le contexte national, comme international, a profondément changé. Il semble totalement déconnecté de la société et dans une temporalité dangereuse pour l'Algérie. Pourquoi? Parce que l'imaginaire, comme les pratiques du pouvoir, sont déterminés par le présent, par l'instant. Celui-ci, ce pouvoir, ne se soucie très peu ou pas du tout du futur et encore moins des générations à venir. Alors, l'Algérie a changé. D'abord sur le plan démographique. La population... 5 minutes, merci. Non, pas du tout. En termes démographiques, ça va être rapide. La population algérienne a quadruplé depuis l'indépendance. Près de 43 millions, majoritairement jeunes. Fin 2017, les chiffres que j'ai vus juste ce matin pour actualiser, 36% de la population a moins de 20 ans. 54% à moins de 30 ans. Vous imaginez. Et à travers les grandes manifestations que l'Algérie connaît depuis le 22 février, et à la suite de ce qu'a écrit un auteur que je vous invite à lire, Karim Al-Azali, et si d'abord les Algériens, jeunes dans leur grande majorité, refusent d'être représentés par la vieillesse et la mort, parce que c'est ça ce qu'ils ont en face d'eux. Les jeunes ont en face d'eux un moribond qui veut se représenter encore une fois avec tous des géroncrates autour de lui. Et si leur cri était celui de la vie et non du désespoir, du défi à la dégénérescence et à la mort dans lesquels ont voulu les enfermer les chantres de la mortification, le pouvoir et ceux qui ont amené le pays dans la ruine dans laquelle il est, et notamment
à travers toute la bigoterie que l'on connaît aujourd'hui et qui est une véritable mortification sociale. Deuxième point, la place des étudiants, étudiantes. Sur les 20 dernières années, le nombre des étudiants a été multiplié par 4, passant de 400 000 en 1999 à près de 1,7 million en 2017. L'explication de ce phénomène est toute simple, ce n'est pas le pouvoir qui a permis, c'est tout simplement un problème ou un phénomène démographique. C'est une affaire de génération. Les effectifs nombreux dans l'enseignement supérieur sont dus au processus de massification et d'accès libre et gratuit à l'enseignement supérieur depuis l'indépendance, mais bien sûr, ce sont les générations nées dans les années 70-80 et qui sont effectivement dans ce boom démographique qu'on a connu après l'indépendance. Bien sûr, il ne faut pas nier toutes les critiques qui doivent être faites au système de formation, de son niveau, de son adaptation au marché du travail, mais dans le contexte actuel de mobilisation, nous avons pu noter que les étudiants jouent un rôle clé dans les mobilisations populaires. Leurs manifestations au quotidien, leurs rassemblements dans la semaine, jouent le rôle de grande préparation aux manifs du vendredi. De plus, les étudiants font preuve d'une inventivité, d'une ingéniosité dans les mots d'ordre, les slogans qui vont être repris le vendredi, le signe de bouleversement socio-culturel important. Juste, entre parenthèses, et pour faire écho à ce que disait tout à l'heure mon ami Gilles Manseron, vous savez, il y a une stèle au sortir du tunnel des facultés, une stèle qui est dressée pour le shahid Maurice Audin. Et vous savez qu'est-ce qu'elle est devenue cette stèle? Moi, on les appelait, nous, à l'époque, dans ma période, dans les années 70, dans les années 70, on parlait de Dazibao. Aujourd'hui, il y a les Algériens, ils appellent ça des DZ post-it DAO. Ça veut dire qu'on a mis des post-it avec des revendications, des slogans sur la stèle du Maurice Audin. C'est tout un message qui est envoyé par les jeunes. Enfin, dernier point, et j'arrêterai là, et après je reprendrai sur les propositions de l'ACDA. Ce que j'appelle, pour ma part, la révolution ou la mutation silencieuse, la place et le rôle des femmes. La proportion des jeunes filles dans les universités qui était au moins égale à celle des garçons, il y a une décennie, a évolué de façon plus que notable. Aujourd'hui, les 2/3 des effectifs étudiantins sont des étudiants. Les inégalités de genre sont importantes en matière d'emploi et de rémunération, mais il faut relever que l'emploi féminin a beaucoup progressé dans les administrations publiques, dans les différents services, y compris privés. L'espace public algérien n'est plus réservé aux seuls hommes. C'est un élément très important aujourd'hui. Ce qui explique la participation massive aux dernières manifestations et pas seulement celle du 8 mars. On pensait que les femmes étaient sorties le 8 mars et que c'était à cause du 8 mars, mais elles étaient encore plus nombreuses le 15 mars. Parce que, effectivement, elles le montrent quotidiennement. Elles veulent prendre toute leur place. Elles ont déjà leur place dans l'espace public. Elles veulent avoir leur place aussi dans la façon dont l'Algérie de demain va se construire. Enfin, dernier point, c'est évidemment l'utilisation des technologies numériques. L'Algérie, où l'Internet mobile n'a fait son apparition qu'en décembre 2013, contrairement à la Tunisie et au Maroc voisin, connaît une progression considérable des usagers Internet. Il y a actuellement 21 millions de connectés à Internet, soit à environ 60% de la population. 19 millions d'internautes aujourd'hui avec leur smartphone, avec un taux de pénétration de 46%. C'est absolument énorme. Les technologies numériques accessibles à tous, y compris dans les diasporas, on l'a vu, va alors se substituer progressivement à un espace public limité et contraint. Et face au bouclage des médias traditionnels, la toile va représenter un espace de liberté inconnu jusqu'à là, permettre une diffusion plus large et plus efficace de l'information, et ça, c'est des éléments que nous vivons aujourd'hui dans l'immigration. On est informé en temps réel par les manifestations qui se déroulent sur le sol algérien. L'image du smartphone, je terminerai là-dessus, je laisserai la troisième point pour la suite. L'image du smartphone, arme plus dangereuse, de mon point de vue, qu'un cocktail Molotov, est loin d'être une figure de style. Nous avons bien vu comment les mobilisations populaires ont pu être organisées.
toutes les mobilisations populaires actuellement en Algérie, et même en France, elles le sont grâce aux réseaux sociaux, avec des effets d'amplification toujours plus importants. Voilà, je m'arrête là, je viendrai par la suite pour vous donner quelques éléments des perspectives que propose l'ACDA à ce mouvement. Je vous remercie. Merci Ahmed pour ton intervention. Avant de passer la parole à Majid Benchir, s'il vous plaît, messieurs, dames, pouvez-vous mettre vos téléphones en mode silencieux? Merci. 20 minutes. Merci beaucoup. Merci à la Ligue des droits de l'homme de nous accueillir. Et merci à l'ACDA d'avoir bien voulu m'inviter. Et aussi, merci à Ahmed de nous avoir fait grand plaisir avec ce tableau brillant de la situation en Algérie, avec ce qu'il a souligné, la montée des mobilisations et l'espoir qu'elles infusent à nous tous en ces moments. Alors, je serai un peu moins brillant parce que j'ai conçu plus les quelques mots que je vais vous dire pour essayer de répondre sur la base de ce qui existe aujourd'hui, au moins partiellement, à la question que faire aujourd'hui. Et je crois que pour dire ce qu'il faut faire, il faut d'abord écouter ce qu'a réclamé déjà la jeunesse algérienne, et puis cette jeunesse a été suivie complètement, intensément par l'essentiel des populations en Algérie. La jeunesse, c'est le peuple algérien, je crois qu'on peut le dire. Aujourd'hui, le peuple algérien dit pas de 5e mandat, puis tout de suite, tout aussi fortement, le système dégage. Alors, si on sait exactement qu'est-ce que ça veut dire, pas de 5e mandat ou Bouteflika dégage, parce que là c'est très précis, il n'y a pas besoin d'analyser pour comprendre ce qu'il convient de faire. Il faut donc qu'il dégage, autrement dit qu'il mette un terme à son mandat et qu'il ne le prolonge pas. Le peuple algérien est gentil puisque dans l'ensemble, ils lui permettent de finir son mandat. Et normalement, cette personne-là, et je ne parlerai plus ensuite de cette personne-là, devrait estimer que le peuple algérien lui fait un bon sort parce qu'il lui permet de partir au terme d'un mandat et non pas avant. Mais visiblement, il apparaît que cette situation n'est pas aussi bien, ce mot, cette gentillesse du peuple, n'est pas aussi bien comprise. L'autre point, et c'est sur ce point-là que je vais faire quelques développements, est relatif au système dégage. Mais pour qu'un système dégage, il faut savoir en quoi il consiste. Et donc, on fait un peu d'histoire. Mais je ne vais pas refaire l'histoire que j'ai déjà faite, soit dans des articles de presse, soit dans un livre, pour juste présenter le système politique algérien. Je crois que chacun le comprend maintenant. Et ceux qui crient système dégage le savent parfois clairement, parfois confusément. Le système algérien, c'est le point d'histoire, mais sur chaque point qui caractérise ce système, on essaiera de voir ce que donc il convient de faire et répondre ainsi à la question que faire.